Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Histoire, vrai de crime. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'histoire bouleversante d'une jeune mère de 19 ans, qui a été tragiquement abattue seulement quelques minutes après avoir donné naissance à des jumeaux, à la fin du mois de septembre 2023, dans la ville de Windsor, au Canada, à la frontière avec les États-Unis. Dans cette petite maternité de l'hôpital St. Mary, là où la paix et l'intimité des futures mères sont généralement assurées, un drame inattendu est venu briser la quiétude. Soutenez-moi en laissant un like sur cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Cela m'aide énormément et m'encourage à partager plus d'histoires authentiques. Une des choses qui ont ébranlé la communauté locale est que la victime, Caitlin Garrett, n'était pas seulement une toute jeune maman, mais aussi quelqu'un de très apprécié par ses voisins. La plupart des gens la décrivaient comme une jeune femme discrète, gentille et dévouée à ses enfants. Caitlin avait déjà 3 enfants avant cette grossesse, et elle attendait donc des jumeaux. Son compagnon, Andre Johnson, était présent au moment de l'accouchement, accompagné de plusieurs membres du personnel médical. Les premiers témoins ont rapporté avoir entendu des cris et ensuite des coups de feu dans le couloir à proximité de la salle où Caitlin venait tout juste de donner naissance à ses 2 derniers bébés. Peu après, on a découvert Caitlin par terre, mortellement blessée de plusieurs balles au niveau de la poitrine. Les tentatives de la réanimer ont été vaines et elle est décédée quelques instants plus tard sous les regards horrifiés du personnel soignant. Caitlin vivait une existence qui, de l'extérieur, semblait exemplaire et paisible, surtout lorsqu'on considérait son jeune âge et son rôle déjà important de mère de famille nombreuse. Elle s'était installée à Windsor depuis l'enfance, une ville qu'elle connaissait dans ses moindres recoins. Son logement était un petit appartement situé dans un quartier résidentiel plutôt calme, en bordure de la ville. Elle y avait emménagé il y a quelques années et l'avait décoré avec soin. Des posters de ses groupes de rock préférés sur les murs, un canapé confortable et quelques jouets d'enfants un peu partout. On disait souvent que si son appartement témoignait d'un budget modeste, il n'en était pas moins chaleureux et accueillant. Ceux qui la visitaient repartaient généralement impressionnés par l'atmosphère paisible que Caitlin arrivait à créer autour d'elle. La vie quotidienne de Caitlin semblait plutôt bien organisée, même si, selon certaines rumeurs, elle connaissait parfois des difficultés financières. Elle s'efforçait de prendre soin de ses enfants, de leur fournir un environnement stable, et elle avait des liens étroits avec plusieurs associations locales. Elle aimait la musique, en particulier les ballades rock des années 70 et 80. Parfois, on l'entendait fredonner ses mélodies en se promenant, les écouteurs sur les oreilles, tirant une poussette et jetant un œil sur les 2 autres petits qui la suivaient à vélo. Elle avait ce petit sourire timide qui la rendait attachante et un regard franc. Malgré son âge, elle donnait toujours la priorité au bien-être de sa progéniture et faisait beaucoup de sacrifices pour eux. Elle avait par exemple quitté l'école très tôt, vers ses 16 ans, pour se consacrer à son premier enfant, qu'elle avait eu en étant encore presque une enfant elle-même. L'un de ses plus grands regrets, disaient certains proches, était de ne pas avoir pu poursuivre sa scolarité normalement. Autour d'elle, il y avait notamment un cercle familial assez restreint. Sa mère, dont on disait qu'elle était elle-même plutôt modeste, vivait non loin. Elle parlait, parfois, de reprendre la garde partagée d'un de ses enfants, celui qui vivait pour l'instant chez les grands-parents. Caitlin comptait aussi sur quelques amis fidèles de son quartier qui l'aidaient dès qu'ils le pouvaient. L'une des voisines, une quinquagénaire, la recueillait parfois dans sa cuisine pour discuter autour d'une tasse de café. Un jeune homme, qui faisait des livraisons de repas, proposait parfois de donner un coup de main pour monter les courses. En somme, si Caitlin n'avait pas de nombreuses ressources financières, elle bénéficiait au moins d'un réseau de solidarité discret mais sincère. Dans ce réseau,
Se détachaient cependant 4 figures importantes: son compagnon André, son ancienne meilleure amie Juliana, un voisin serviable et un proche ami de la famille. Le voisin serviable, un homme imposant qui travaillait comme agent de sécurité de nuit dans un centre commercial et que nous appellerons l'ami vigilant, était d'une grande aide pour Caitlin. Il la raccompagnait parfois en voiture à l'hôpital pour ses rendez-vous prénataux et la saluait de loin quand il la voyait dans la rue. Lui non plus n'avait pas la vie facile, et il se comprenait sur la rudesse du quotidien. On le décrivait comme un grand gars un peu bourru, toujours en t-shirt, le regard fatigué, mais doté d'un bon cœur. Juliana, de son côté, avait été la confidente la plus proche de Caitlin pendant plusieurs années, avant une brouille dont on ne connaissait pas tous les détails, mais qui semblait liée à des questions financières, voire à des modes de vie désormais trop différents. Juliana, plus extravertie, adorait sortir et prétendait aimer les sensations fortes. Depuis quelque temps, elle multipliait les changements capillaires, enchaînait les nouvelles fréquentations et affirmait vouloir monter sa propre affaire de relooking. On la voyait pourtant davantage traîner dans les bars du centre-ville que chercher de véritables opportunités d'emploi. Elle avait toujours manifesté un fort attachement à Caitlin, surtout à l'époque où elles aidaient ensemble dans une petite épicerie communautaire. Mais un conflit sur des dettes, une jalousie latente ou d'autres différends avaient fini par les éloigner. Selon plusieurs habitants du quartier, cette rupture amicale avait affecté Caitlin, déjà vulnérable, qui avait préféré couper les ponts pour préserver sa tranquillité. Restait donc André, le partenaire officiel de Caitlin, et père au moins de 3 de ses enfants, et enfin la jeune femme elle-même, sur le point de donner naissance à 2 jumeaux en cette fin de mois de septembre 2023. Selon les proches, le couple avait connu des hauts et des bas, qu'on pouvait même qualifier de tourmentés. André travaillait comme chauffeur-livreur pour une petite entreprise de transport, mais il cumulait aussi quelques petits boulots pour joindre les 2 bouts. Il était parfois absent du foyer plusieurs jours d'affilée, partant en déplacement ou prétendant avoir besoin d'air. Ses colères et ses brusques accès de jalousie étaient inconnus des voisins. Il pouvait s'emporter violemment pour un rien, hurler en pleine nuit au téléphone, puis se montrer calme le lendemain comme si de rien n'était. Caitlin, de son côté, essayait d'arrondir les angles, redoutant, semble-t-il, de le confronter de manière trop directe. Quelques jours avant l'accouchement, la jeune mère ressentait déjà de fortes contractions. Tout le monde savait que le moment était proche. Certaines voisines disaient à l'avoir vue, une main sur son ventre, se plaindre de douleurs intenses. Malgré cette agitation prénatale, Caitlin continuait à s'occuper des enfants à la maison, tâchant d'éviter toute tension inutile. Elle aurait confié à un confident qu'elle espérait, une fois les jumeaux nés, pouvoir remettre de l'ordre dans sa vie. Selon ses dires, elle craignait qu'André ne découvre quelque chose qui le bouleverserait. Ses inquiétudes avaient l'air vagues et ne s'exprimaient pas clairement, mais quelques messages sur son téléphone laissèrent deviner un lourd secret. Le père des jumeaux serait peut-être un autre homme. Les textos, envoyés à un contact non identifié, soulignaient son angoisse. Et si André réagissait mal? Et si les enfants étaient effectivement d'un autre? Comment avouer la vérité? Elle n'avait pas osé rompre avec André avant l'accouchement, probablement par peur de se retrouver seule ou de provoquer des drames. Tout ceci, la police le découvrirait plus tard dans l'enquête. Le jour fatidique, Caitlin se rendit à l'hôpital St. Mary en début d'après-midi, accompagnée d'André et d'un membre de la famille qui préférait rester en retrait. Les infirmières l'accueillirent et l'installèrent dans une salle de naissance. L'hôpital St. Mary, bien que modeste, bénéficiait d'une réputation correcte dans la région. Les couloirs y étaient en propres, souvent repeints de couleurs pastel pour rassurer les patients, et l'éclairage doux du service de maternité témoignait d'une attention particulière au confort des femmes enceintes. Les contractions de Caitlin s'intensifiaient, mais tout semblait se dérouler selon un schéma normal de travail. On l'aida à se détendre, on vérifia les signes vitaux,
et la sage-femme de service déclara que les bébés ne devraient pas tarder à arriver. C'était un moment rempli d'excitation. Avoir 2 bébés à 19 ans, déjà mère de 3 enfants, c'était un défi énorme, et pourtant, Caitlin affichait une détermination et une forme de sérénité comme si elle croyait, ou du moins espérait, que cette nouvelle étape de sa vie lui apporterait enfin un peu de stabilité. Andre, pour sa part, restait dans un coin, affichant un air soucieux, répondant peu aux questions du personnel médical, et s'assurant seulement de temps à autre que tout se passait bien. Vers 5 heures de l'après-midi, on emmena Caitlin en salle d'accouchement pour la phase finale. Les jumeaux naquirent sans complications. Une petite fille d'abord, puis un petit garçon, tous deux parfaitement en santé. Les sages-femmes nettoyèrent les nourrissons et félicitèrent la maman, ravie d'entendre leurs premiers cris. Les témoins présents se souviennent que Caitlin tenait la main de son nouveau-né avec un sourire ému, malgré la fatigue. Quelques membres du personnel hospitalier prenaient des dispositions pour s'occuper des bébés, tandis qu'Andre, debout près du lit, regardait la scène d'un air indéchiffrable. On ne peut qu'imaginer les émotions diverses qui pouvaient se bousculer dans son esprit, de la joie, de la fierté, ou peut-être de la confusion et de la peur face à ses doutes quant à la paternité. À peine 10 minutes plus tard, la tragédie se produisit. Dans le couloir, un bruit soudain, un cri, puis plusieurs détonations. Les gens présents dans le service de maternité racontent qu'ils ont eu l'impression qu'une dispute éclatait, suivie immédiatement de coups de feu. En quelques secondes, l'ambiance chaleureuse d'une naissance se mua en scène de chaos et de panique. Une infirmière, attirée par le vacarme, courut vers la salle d'où provenaient les bruits, juste à temps pour apercevoir Caitlin effondrée sur le sol, touchée au niveau de la poitrine. Prise de panique, elle hurla pour appeler de l'aide, tandis que d'autres soignants tentaient de sécuriser le couloir. La sécurité interne de l'hôpital fut mobilisée. Les portes furent verrouillées et un appel à la police fut immédiatement lancé. Les soignants firent l'impossible pour réanimer la patiente, et pendant un court instant, on garda espoir que Caitlin puisse être sauvée. Hélas, malgré leurs efforts, la jeune maman ne montra aucun signe de reprise. Son cœur s'arrêta définitivement. Elle mourut alors que ses 2 jumeaux venaient tout juste de pousser leur premier cri, dans un environnement qui aurait dû être synonyme de vie et de joie. L'affaire prit une tournure encore plus choquante lorsque le responsable de la sécurité, accompagné d'autres employés, passa en revue les caméras de surveillance du couloir. On y voyait une silhouette portant un sweat à capuche noire, un badge accroché à la poitrine. L'individu semblait se diriger droit vers la salle de Caitlin, comme s'il savait exactement où aller. Il n'y eut pas de longue errance dans les couloirs, pas de conversation avec le personnel. Cette personne, masquée partiellement, entra et ressortit très vite. On la vit filer vers la sortie de secours du niveau inférieur. Les agents de l'hôpital n'arrivèrent pas à la rattraper, et la police, arrivée sur place peu de temps après, entama alors un confinement des lieux pour interroger le personnel sur les allées et venues inhabituelles. Le document vidéo fut immédiatement mis sous scellé, car il devenait la pièce la plus cruciale pour comprendre l'événement. La nouvelle de la fusillade se répandit dans Windsor comme une traînée de poudre. Les habitants, d'ordinaire peu confrontés à ce genre de faits divers, furent sous le choc d'apprendre qu'une si jeune femme venait d'être abattue juste après avoir donné la vie. Les médias locaux s'emparèrent rapidement de l'affaire, spéculant sur l'identité du tueur ou de la tueuse, sur le mobile et sur l'état de santé des jumeaux. Des cars de télévision stationnèrent devant l'hôpital, interrogeant les passants et le personnel. Des rumeurs commencèrent à circuler, évoquant un conflit de longue date, un règlement de compte passionnel ou même un acte d'une personne extérieure. Certains pensèrent immédiatement qu'il pouvait s'agir d'Andre,
en raison de ses antécédents de violence, mais d'autres rappelaient que le suspect vu sur les images portait un sweat à capuche et un badge de l'hôpital, et qu'il était difficile de reconnaître son visage. Les forces de l'ordre prirent l'affaire en main. L'officier principal en charge de l'enquête, un enquêteur chevronné que nous appellerons le détective expérimenté, avait déjà eu l'occasion de résoudre des affaires complexes dans des quartiers difficiles de la ville. Il était réputé pour sa ténacité et ses méthodes d'interrogatoire direct. À ses côtés, son homologue, que nous nommerons la collègue minutieuse, se consacra à un travail plus analytique, passant des heures à éplucher les relevés téléphoniques et à visionner encore et encore les enregistrements de vidéosurveillance. Leur priorité fut d'abord de trouver un sens à ces images. Qui avait pu se procurer un badge de l'hôpital? S'agissait-il d'un faux? S'agissait-il peut-être d'un badge volé? Les autorités commencèrent par interroger tous les proches de Caitlin. Le premier fut André, puisque c'était lui qui se trouvait officiellement auprès de la victime juste avant le drame. Au moment des coups de feu, prétendait-il, il venait de quitter la chambre pour aller chercher à boire dans le distributeur de l'aile voisine. Il déclara n'avoir rien entendu, hormis une commotion subite. Il expliqua qu'il avait couru dans le couloir aussitôt qu'il avait compris qu'il se passait quelque chose de grave, mais qu'il était arrivé trop tard. Malgré la cohérence apparente de ce récit, le détective expérimenté resta sceptique. La silhouette sur la vidéo, après tout, pourrait correspondre à quelqu'un de la taille d'André. Cependant, personne ne pouvait confirmer si c'était réellement lui. Le sweat à capuche et le badge dissimulaient suffisamment l'identité du tireur. La collègue minutieuse, quant à elle, se chargea de recueillir les témoignages du personnel médical. Une infirmière mentionna avoir remarqué un individu un peu louche, car elle ne l'avait jamais vu auparavant, et il portait son badge de travers. Un aide-soignant déclara avoir croisé la même silhouette dans un ascenseur, et, juste avant de sortir, cette personne lui aurait souri nerveusement, mais sans mot dire. Ces bribes de témoignages dressaient tout le portrait d'un intrus tentant de se faire passer pour un employé, sans forcément tout connaître des couloirs de l'hôpital. L'équipe de police rechercha alors toute trace d'un badge manquant. Un responsable administratif expliqua qu'il y avait parfois des badges perdus ou jamais rendus, que ce soit par des employés licenciés ou des stagiaires qui négligeaient de les restituer. L'enquête s'annonçait ardue. Un nouvel élément attira l'attention du détective expérimenté. Le passé judiciaire d'Andre. Il avait été arrêté pour une agression mineure 2 ans auparavant, dans le contexte d'une bagarre devant un bar, et son casier mentionnait des antécédents de violence verbale à l'encontre d'une ancienne compagne. Ces informations, recoupées avec des rumeurs selon lesquelles Andre était jaloux et parfois violent envers Caitlin, poussèrent la police à le considérer comme suspect principal. Pourtant, aucune preuve directe ne liait encore Andre à la scène du crime, si ce n'était son bref passage hors de la chambre et le fait qu'il correspondait à la carrure générale de l'individu filmé. Les enquêteurs s'attachèrent alors à examiner l'enregistrement. Ils tentèrent de repérer des détails tels que la démarche, la manière de bouger les bras ou un éventuel tatouage visible. Hélas, la qualité médiocre de la vidéo rendait ces analyses peu concluantes. Parallèlement, on interrogea aussi l'ancienne amie de Caitlin, Juliana. Quelques semaines avant le drame, elle avait eu un différend avec la victime au sujet d'une dette d'environ 500 $ canadiens. Juliana reprochait à Caitlin de ne pas lui avoir rendu une somme qu'elle lui avait prêtée pour les factures d'électricité. Caitlin, de son côté, rétorquait que Juliana lui avait aussi emprunté de l'argent. On murmurait que les 2 jeunes femmes en étaient même venues à se menacer mutuellement par message. La police découvrit d'ailleurs que Juliana possédait un badge d'hôpital, récupéré jadis lorsqu'elle avait brièvement travaillé comme bénévole pour un service de soins à domicile, associé à l'établissement.
Aurait-elle conservé ce badge après la fin de sa collaboration? Serait-ce ce badge que l'assassin portait? Et surtout, quel aurait été le mobile précis? Juliana reconnut posséder un vieux badge, mais prétendit qu'il traînait quelque part dans ses affaires et qu'elle ne le retrouvait plus. Pire encore, elle déclara avoir été cambriolée 2 jours avant l'accouchement de Caitlin et que de vieux objets, dont ce badge, avaient pu être volés. Cette explication paraissait alambiquée aux enquêteurs, mais ils n'avaient pas de preuves lui permettant d'invalider son témoignage. À mesure que l'enquête avançait, la collègue minutieuse passa au crible le téléphone de Caitlin, dont la mémoire contenait de nombreux messages non lus, brouillons et captures d'écran. Elle y découvrit des textos suggestifs, évoquant l'infidélité potentielle de Caitlin et les doutes sur la paternité des jumeaux. Caitlin échangeait ainsi avec un mystérieux interlocuteur qu'on ne put identifier facilement, car il utilisait une application de messagerie éphémère. Le ton de ces conversations indiquait qu'il existait un lien affectif, peut-être amoureux, entre Caitlin et cette personne inconnue. Ils discutèrent de la façon d'élever les bébés et craignaient apparemment la réaction d'Andre. Les messages, parfois angoissés, laissaient entendre que Caitlin redoutait un accès de violence s'il venait à apprendre que ses bébés n'étaient pas de lui. Un soir, elle se disait terrifiée par l'idée de le mettre devant le fait accompli. Il y avait là un mobile solide pour Andre, la jalousie, la peur de perdre sa compagne ou de se retrouver humilié. Cela renforçait les soupçons à son égard. Néanmoins, l'ancienne amie Juliana restait elle aussi sur la liste des suspects. Les témoignages du quartier rapportaient qu'elle aurait confié à une tierce personne qu'elle en avait assez des dettes de Caitlin et qu'elle estimait que Caitlin profitait de sa générosité. Pour couronner le tout, certains pensaient que Juliana avait un faible pour André ou qu'elle entretenait avec lui une relation ambiguë. Rien de tangible n'avait été découvert à ce sujet, hormis quelques rumeurs ou allusions dans des conversations textuelles, mais la police devait vérifier toutes les pistes. Juliana avait un caractère explosif, disait-on, capable de grands élans de colère. Plus d'une fois, on l'avait vue insulter publiquement quelqu'un pour un simple désaccord. Un acte aussi violent qu'un meurtre restait difficile à concevoir, mais le contexte des dettes, de la jalousie et de l'hôpital auquel elle était liée par son ancien badge jetait un faisceau de présomption sur elle. Tandis que l'enquête battait son plein, le détective expérimenté décida de se consacrer plus minutieusement à l'analyse balistique. Les douilles retrouvées sur les lieux provenaient d'une arme de poing de calibre .38, relativement courante, difficile à tracer si elle n'avait pas été achetée légalement. On fit appel à un expert en armes à feu, qui expliqua que l'arme n'avait probablement pas de numéro de série lisible ou avait été acquise au marché noir. Les résidus de poudre sur les murs du couloir indiquaient que l'assassin avait tiré à bout portant, à 2 ou 3 mètres de la victime, ce qui confirmait la version d'une attaque ciblée et ne soutenait pas l'idée d'un assaut hasardeux d'une personne ne connaissant pas Caitlin. Les enquêteurs suspectaient de plus en plus un proche ou une proche, motivé par la vengeance ou la peur. Grâce à un indice qui semblait d'abord anodin, la collègue minutieuse obtint un témoignage crucial. Un garde de nuit, travaillant non pas dans la maternité mais à un autre étage de l'hôpital, crut avoir reconnu la silhouette du tireur. Quelques semaines plus tôt, alors qu'il était en congé, il aurait vu cette même carrure se disputer avec Caitlin devant son immeuble, un soir où il passait par là pour rendre visite à un parent. Le garde n'était pas certain à 100%, mais il crut apercevoir un tatouage caractéristique sur l'avant-bras, rapidement dissimulé par le sweat. Or, André portait justement un tatouage sur le bras gauche, une série de signes géométriques et de dates qui auraient pu correspondre. À la lecture de ce compte-rendu, la police décida d'effectuer une perquisition complète au domicile d'Andre. Ils y trouvèrent, dissimulée au fond d'une armoire,
une veste dont les manches arboraient des traces brunes, possiblement liées à de la poudre. L'expertise scientifique fut lancée pour déterminer si ces traces correspondaient réellement à des résidus de tir. Surtout, on trouva dans un tiroir un badge d'hôpital, celui-là même qui semblait avoir servi au tireur. Un badge appartenant jadis à Juliana, dont la photo était recouverte d'une bande noire. L'évidence devint difficile à nier. André possédait un objet clé, le liant de fait à la scène de crime, et il ne put fournir d'explications convaincantes pour justifier cette découverte. Sans surprise, André fut interpellé et conduit au poste pour être interrogé à nouveau. Les enquêteurs remarquèrent sur son changement d'attitude. Du ton assuré et un brin désinvolte qu'il avait eu la première fois, il passa à la nervosité, jetant des regards inquiets, évitant de croiser le regard de ses interlocuteurs. Il nia d'abord tout en bloc, prétextant que le badge avait pu lui être glissé dans ses affaires par quelqu'un cherchant à le piéger. Il accusa implicitement Juliana ou un tiers mystérieux d'avoir monté un complot contre lui. Pourtant, la balance penchait de plus en plus contre André. L'expertise des résidus sur la veste confirmait une corrélation avec le type de poudre retrouvé sur les douilles à l'hôpital. La taille et la carrure du suspect concordaient avec celle de la silhouette filmée. Il ne parvenait pas non plus à justifier clairement son emploi du temps exact au moment des coups de feu. Il disait être parti prendre l'air ou acheter une boisson, mais aucune caméra ne l'avait enregistré à la cafétéria qu'il disait avoir visitée, et personne ne se souvenait l'avoir vu dans le couloir adjacent. Chaque détail semblait désormais le pointer du doigt. Pendant ce temps, Juliana fut un temps considérée comme complice. Les enquêteurs examinèrent la possibilité qu'elle ait fourni le badge, volontairement ou non, pour aider André à commettre son acte. Elle passa de longues heures en garde à vue, mais de nombreux éléments plaidèrent finalement en sa faveur. Elle était en train de manger dans une sandwicherie de la ville, dotée de caméras de surveillance au moment du meurtre. Les images la montrèrent se servant un soda quelques minutes avant les coups de feu, puis discutant avec le caissier. Elle avait donc un alibi solide. Par ailleurs, l'incohérence initiale de sa déclaration concernant un cambriolage de son appartement s'expliquait peut-être par la honte ou la peur de passer pour quelqu'un de trop désinvolte avec ses objets personnels. Au vu des éléments, la police finit par la relâcher, tout en gardant l'œil ouvert sur elle. Elle ne semblait pas exempte de tout reproche, mais on ne disposait d'aucune preuve qu'elle avait la moindre implication directe dans l'assassinat. Au fil des interrogatoires, l'image d'un André rongé par la jalousie et la colère se dessina nettement. Plusieurs témoins rapportèrent des scènes de dispute entre lui et Caitlin, dont certaines laissaient présager un déchaînement de violence. Caitlin avait confié à une voisine qu'elle redoutait la réaction d'André, notamment s'il apprenait que les jumeaux ne lui appartenaient aussi pas biologiquement. Dans les semaines précédant l'accouchement, André s'était replié sur lui-même, accumulant frustration et amertume, peut-être conscient que la relation lui échappait. Les enquêteurs établirent la chronologie suivante. André avait prévu d'éliminer Caitlin dans la foulée de la naissance, redoutant que, dès que la vérité éclaterait, celle-ci puisse partir avec les enfants ou le mettre à l'écart définitivement. Il avait réussi à récupérer ou à voler le vieux badge de Juliana, soit à l'occasion d'une visite chez elle, soit en profitant d'un moment où elle l'avait laissé traîner. Puis, utilisant ce badge trafiqué, il avait pénétré dans le couloir de la maternité, attendant le moment opportun où Caitlin serait vulnérable et isolée. La violence et la soudaineté de son acte montraient qu'il n'agissait pas sous l'effet d'un coup de folie momentané, mais qu'il avait prémédité son geste. Fort de toutes ces conclusions, le bureau du procureur local émit un acte d'accusation contre André pour meurtre au premier degré. S'ensuivirent plusieurs audiences préliminaires avant le procès. La défense d'André tenta de plaider son innocence,
arguant de l'absence d'empreinte digitale sur la scène ou du fait que la vidéo ne montrait pas clairement son visage. Ils insinuèrent que Juliana, jalouse ou rancunière, aurait pu tout mettre en scène pour incriminer André. Mais le procureur, s'appuyant sur les résultats balistiques, sur le badge retrouvé chez lui, sur les incohérences de son récit et sur les témoignages relatifs à son comportement violent, dressa un tableau accablant. Il souligna le mobile fort et l'élément de préméditation. Il rappela également que la relation entre Caitlin et Andra était loin d'être harmonieuse et que la découverte d'un possible adultère agissait comme un catalyseur. Les jumeaux, s'ils n'étaient pas de lui, représentaient à ses yeux une trahison insupportable. Le procès attira un public nombreux, habitants choqués, amis et connaissances de la victime, journalistes en quête d'articles sensationnels. Chacun voulait comprendre comment on pouvait en arriver à un tel crime, surtout quelques minutes après la naissance d'enfants innocents. Les procureurs présentèrent leurs preuves de manière méthodique, faisant comparaître des témoins émus ou au contraire d'anciens proches d'Andre qui vinrent décrire sa personnalité colérique et possessive. L'équipe de défense, quant à elle, tenta de semer le doute, mais peina à proposer une version alternative plausible. Ils suggérèrent que le badge n'avait pas forcément été utilisé pour passer inaperçu, qu'il pouvait s'agir d'un simple hasard ou d'un coup monté de ceux qui avaient volé ce badge. Mais la question restait. Pourquoi ce badge se trouvait-il chez Andre, dissimulé dans un tiroir? Pourquoi la veste portait-elle des résidus de poudre consistant avec le calibre de l'arme du crime? La défense ne trouva jamais d'explication satisfaisante. Au fil des témoignages, le visage d'Andre se fermait, et il semblait perdu dans ses pensées, offrant parfois un regard hébété à l'assistance. Après plusieurs jours d'audience, les jurés furent appelés à se prononcer sur la culpabilité d'Andre. Les avocats de la défense avaient tenté en dernière instance de faire valoir une crise passagère, un moment de confusion mentale, cherchant à obtenir une qualification moindre que le meurtre prémédité. Mais les experts du parquet rappelèrent que l'acte avait été préparé. Badge, timing précis, choix de l'hôpital alors que Caitlin venait d'accoucher, disparition rapide. Toutes ces circonstances prouvaient la préméditation. L'issue du procès tomba comme un coup près. Andre fut jugé coupable de meurtre au premier degré. Le juge, se référant à la gravité des faits et à l'absence de tout remords visible, prononça une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, avant un très long délai. Cette sentence reflétait l'horreur que l'affaire avait inspirée. Tuer la mère de ses enfants, quelques minutes après la naissance de jumeaux, relevait d'un acte si atroce qu'il imposait la peine la plus sévère prévue dans l'État concerné. Le retentissement de ce procès fut grand dans la région de Windsor, et même au-delà, parce qu'il mettait en évidence les conséquences extrêmes d'une jalousie destructrice. La famille de Caitlin, anéantie, se vit confier la mission délicate de prendre soin des 3 enfants aînés, tandis qu'une instance de protection de l'enfance, en coordination avec les services sociaux, plaçait les jumeaux en famille d'accueil, dans l'attente d'une décision juridique définitive sur leur tutelle. Les médias rapportèrent que la mère de Caitlin, en pleurs lors de l'enterrement, jurait de tout faire pour que les 5 enfants puissent un jour grandir ensemble, loin de la tristesse et de la violence qui avaient brisé leur foyer. Après le verdict, la communauté chercha à se reconstruire. L'hôpital St. Mary renforça ses mesures de sécurité, installa davantage de caméras et instaura un contrôle plus strict des badges d'accès. Certains habitants de Windsor commencèrent à organiser des collectes de fonds pour soutenir les orphelins et la famille de Caitlin. Des groupes d'entraide furent mis en place pour discuter des violences domestiques, une problématique qui se révélait plus fréquente qu'on ne l'aurait cru dans cette zone frontalière. Quant à Juliana, elle exprima publiquement ses regrets quant à sa brouille avec Caitlin, regrettant de ne pas avoir pu s'expliquer
et se réconcilier avec elle avant ce drame. Elle collabora parfois avec les associations locales, fournissant un témoignage sur la façon dont on pouvait aider une amie en détresse, avant que l'irréparable ne se produise. Avec le temps, on découvrit également que la double vie sentimentale de Caitlin n'était finalement pas aussi scandaleuse qu'on l'imaginait. Elle avait surtout cherché un peu de réconfort auprès de quelqu'un d'autre, sans même savoir elle-même si cet homme était réellement le père des jumeaux. Elle était encore jeune, tourmentée par ses responsabilités d'adulte, tiraillée entre le besoin de préserver son foyer pour ses enfants et la conscience d'être dans une relation toxique. Une enquête complémentaire révéla que Caitlin avait prévu de procéder à un test de paternité après la naissance, afin de clarifier la situation et de prendre les décisions qui s'imposeraient quant à l'avenir de chacun. Malheureusement, elle n'eut jamais l'occasion de concrétiser ce projet, le drame l'ayant emporté. Au final, cette affaire laissa derrière elle un profond sentiment de gâchis. Une jeune vie à peine entamée, fauchée dans un moment qui aurait dû être synonyme de bonheur. Des enfants qui grandiraient sans leur mère et sans la présence paternelle de l'homme condamné pour ce crime. Une communauté stupéfaite qui se demanderait encore longtemps comment il était possible qu'un tel scénario arrive. Les rares personnes qui connaissaient Caitlin de près insistèrent sur sa gentillesse, sa discrétion et ses rêves de gamine jamais réalisés. Les institutions, de leur côté, tentèrent d'améliorer leurs protocoles pour prévenir de tels drames, surveillance plus rigoureuse, meilleur accompagnement des jeunes mères en détresse, campagne de sensibilisation auprès des adolescentes qui se retrouvent trop tôt avec un rôle parental. Je suis vraiment émue de voir à quel point ce drame a bouleversé la vie de tant de personnes, et j'espère de tout cœur que l'on pourra tirer des leçons de cette histoire pour lutter contre la jalousie maladive et la violence. J'ai voulu vous raconter cette affaire pour rappeler qu'il est essentiel de ne jamais sous-estimer les signaux d'alarme qui surgissent quand un couple traverse des situations critiques. Je suis convaincue qu'il est important de parler et de chercher de l'aide lorsque l'on se sent en danger. Je vous remercie d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si vous souhaitez poursuivre sur cette lancée et découvrir d'autres affaires palpitantes, je vous invite à explorer les vidéos qui s'affichent maintenant. J'en prépare aussi de nouvelles où j'approfondis différentes facettes des enquêtes criminelles et des procès médiatisés. J'espère que vous continuerez à me soutenir en restant avec moi sur cette chaîne. Prenez soin de vous et à très bientôt.